bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre. Soyez les bienvenus sur La Première. À la une de votre journal ce soir, 2 Wallisiens ont été tués dans la nuit de vendredi à samedi à Angers en France. L'auteur des coups de couteau, un homme de 32 ans, a été mis en examen et écroué. 17 morts sur les routes depuis le début de l'année lors d'une vaste opération des forces de l'ordre hier soir. Près de 1300 véhicules ont été contrôlés. Nous verrons que les infractions n'ont pas manqué. Alors que les agents du pays et des communes recensent encore les dégâts occasionnés par la houle exceptionnelle du 13 et 14 juillet, les pensions de famille touchées par les vagues espèrent elles aussi des indemnités. Nous en parlerons avec Jean-Christophe Bouissou, le vice-président, également ministre du Logement et de l'Aménagement. Il est notre invité ce soir. Enfin, nous irons du côté du parc Vairai pour assister aux épreuves du Heivatu Aro Maori. Le décortiquage de Coco fait toujours sensation. Le champion est originaire de Taha. Grande émotion ce dimanche sur les rives de la Maine à Angers. Des proches d'Atama et de Manolito ont déposé des fleurs pour leur rendre hommage. Ces 2 Wallisiens âgés de 18 et 20 ans ont été tués à coups de couteau dans la nuit de ce vendredi à samedi. L'agresseur présumé, un homme de 32 ans, a été mis en examen puis écroué. Pierre Lacombe et Nordine Benfaï. Après la stupeur et le choc, c'est le temps du recueillement et des questions sur l'esplanade Cœur de Maine. Comment un tel drame a-t-il pu se produire? Pourquoi 3 jeunes hommes de 16, 18 et 20 ans, venus profiter d'une soirée entre amis, ont-ils pu perdre la vie? C'est l'incompréhension. Il n'y a aucune raison valable en fait déjà de réagir ainsi, de la sorte. Et puis, il faut vraiment être fou pour faire ça déjà. Toute la journée, les petits cousins et les neveux de la communauté wallisienne, mais aussi des amis, des connaissances et des anonymes, sont venus rendre hommage à Atama et Manolito. Les 2 jeunes étaient membres du club de rugby d'Angers qui évolue en Fédéral 3. J'espère qu'il y aura justice vraiment pour ce qui s'est passé, parce que sinon, il y a la tristesse et la colère qui est là. Et vous avez envie en fait de rendre justice vous-même. Pour moi, il faut que la justice fasse son travail, parce que sinon ça sera plus la communauté qui va réagir par rapport à ça. Ce vendredi soir, Steve était là. Il a vu son meilleur ami frappé d'un coup de couteau en plein thorax et s'effondrer devant lui. Blessé à l'épaule et au bras, le jeune homme ne comprend pas. Il est submergé par l'émotion. J'ai essayé de défendre mes cousins. Ouais. J'ai essayé de faire ce que je pouvais. Mais ça n'a pas suffi. Il ne méritait pas de partir maintenant. L'enquête devra désormais déterminer les raisons qui ont conduit ce ressortissant soudanais de 32 ans à commettre ce triple homicide. Elle devra également répondre à cette question. Pourquoi, après une première bagarre, l'agresseur présumé est-il revenu 1 heure plus tard et armé d'un couteau, avec les conséquences que l'on sait? 123 infractions en une soirée sur 649 contrôles. C'est le bilan de l'opération exceptionnelle menée par les forces de l'ordre hier soir. À Papeete, Fa'a et Aroué, plusieurs dizaines de gendarmes et policiers ont coordonné leurs actions entre 21h et 1h du matin. Objectif, lutter contre l'insécurité routière, bien sûr. On compte 17 victimes sur nos routes depuis le début de l'année et en majorité des conducteurs de 2 roues. Kaline Liénard et Mirko Vanfo. Trop de morts sur nos routes. Ce bilan justifie cette opération exceptionnelle de coordination des forces de l'ordre. Une trentaine d'agents de la police nationale et municipale filtrent l'entrée et la sortie de Papeete. Le barrage est en place depuis 21h. Il n'y a pas d'heure. Parce que si on habitue les gens à des heures spéciales, je dis à des heures tard, ils vont essayer de se faufiler entre les heures. Et voilà, je pense qu'il n'y a pas d'heure juste pour ça. Il faudrait faire souvent ce genre de... Il faut faire ça souvent de façon à dissuader les gens à boire et à conduire. Ces dispositifs de contrôle offensif sont renforcés pendant les vacances scolaires. Comme les travaux de nuit, ils peuvent provoquer des ralentissements, mais suscitent la compréhension des usagers de la route. C'est pour la sécurité des conducteurs, du public, c'est normal que ça soit fait. Ils sont bien faits aussi de faire les contrôles, c'est tout. Il y a trop d'accidents aussi, trop de pacas. Il y a trop aussi des gars qui sont sur la route, en train de faire les fous. Là.
Des comportements de plus en plus risqués sur nos routes. Les défauts de permis sont en hausse de 90% par rapport à la même période l'année dernière. Et les conduites en état d'ivresse ont augmenté de 35%. Il y a toujours une phase de prévention, il y a beaucoup de médiatisation, de phase de prévention, mais force est de constater que malheureusement, c'est souvent la répression qui fait réagir les gens. Et plus que finalement, la preuve, c'est qu'on a ces chiffres qui sont quand même... Est-ce qu'il y a du relâchement après cette période de Covid ou non? Mais en tout cas, notre cible aussi, ce sont les deux roues. Car il y a trop de morts en deux roues, ces engins sont impliqués dans 2/3 des accidents mortels. L'alcool et ou les stupéfiants, eux, sont la cause de 2/3 des accidents corporels. Alors ce soir, la chasse au comportement addictif est ouverte. Bilan en 4 heures, 623 tests d'alcoolémie et salivaire réalisés. L'idée aujourd'hui, c'est de marquer un peu la population sur le fait qu'il faut que tout le monde se sente responsabilisé par ce qui est en train de se passer. Quand on a bu, on ne prend pas le volant. On ne prend pas le volant de la voiture, on ne prend pas la moto, on ne prend pas le vélo. Et si on est à côté de quelqu'un qui a bu, on l'empêche de partir. Tout le monde est responsable de ce qui se passe. Ce dispositif de contrôle exceptionnel sera renouvelé au moins 2 fois avant la rentrée scolaire. Il vient en complément du renforcement des contrôles mobiles sur Tahiti et Moorea. Que deviennent les familles victimes de la grosse houle des 13 et 14 juillet? En attendant les aides promises par le pays, les confessions religieuses se montrent solidaires, comme l'église adventiste de Mataia. Une centaine de personnes se sont mobilisées ce matin pour recueillir ou distribuer des dons alimentaires à 10 familles touchées par ces intempéries. Une enveloppe de 50 000 francs leur a également été remise. Écoutez les précisions de Clément Bernardino au micro de Mélissa Chong. Il était nécessaire qu'on puisse les aider de ce qu'on pouvait. Donc, on a pu faire ce qu'on a fait. Ici, aujourd'hui, on va faire plus encore. Et en amenant ces choses-là, ces aliments aujourd'hui, on va voir sur place s'ils sont dans le besoin. Je veux dire, peut-être qu'ils ont besoin d'une aide par manuel, je veux dire, parce qu'il y en a ils ont tout perdu, la mer est entrée dans leur maison. Peut-être qu'ils ont besoin d'aide avec les mains. Voilà, peut-être on va s'organiser pour cela. La houle n'a pas uniquement touché les habitations des particuliers. Certains professionnels du tourisme sont installés en bord de mer. Les pensions de famille, par exemple. Au Whenua Ahere, côte ouest, il y en a 2. L'une doit reconstruire, l'autre a été sauvée par ses pilotis. Reportage à la presqu'île de Mélissa Chong et Patita Savea. Ici, pas de grasse matinée, le dimanche est consacré à la rénovation du ponton. Au Whenua Ahere, Annick Paofei a subi de plein fouet la houle de mercredi. Son ponton est cassé à certains endroits, un des bungalows est hors d'usage. L'heure est à la reconstruction de sa pension de famille, un coût qu'elle estime à 6 millions de francs. Il y a plus touché que nous, je l'admets. Mais nous, on s'appelle Otera Utuafare. Utuafare, ça veut dire famille. Nous aussi, on fait partie de cette Utuafare. J'estime qu'on devrait quand même nous aider. Nous aider en nous remboursant le matériel que nous allons mettre, parce que tout le monde a commencé à tatailler leur pension de famille, mais au moins nous rembourser. Déjà l'an dernier, les vagues avaient frappé cette pension. Le ponton d'Annick n'avait pas résisté, ce qui lui a coûté 5 millions à l'époque pour le rénover. Aujourd'hui, les épisodes de houle vont être récurrents à la presqu'île. Un aménagement de son littoral est devenu indispensable. On a pris nos devants. On a démonté le ponton, on a eu quand même de la casse, on a eu des poteaux qui se sont couchés, on a quand même perdu un petit peu de bois, mais moins que la dernière fois. Ce coup-ci, ça a été alors sur l'autre bungalow là-bas qui s'est cassé. Bon, on va quand même investir, mais moins qu'au mois d'août. Par contre, ce que j'aimerais, et je suis obligée de le faire, c'est de continuer mon patou. Parce qu'il paraît qu'il va y avoir de plus en plus de houle. Et moi, je n'ai pas envie tous les ans de refaire. À 2 km d'ici, dans la pension Revateahupo, on observe depuis longtemps une montée des eaux. Voilà, l'eau est arrivée jusqu'ici. Et voilà ce que j'ai comme dégâts. Il y a 12 ans, Marc Dauphin a choisi de construire ses farets sur pilotis. La dernière houle n'a eu d'impact que sur sa pelouse. On a tout fait nos bungalows sur pilotis. On a écouté les conseils de l'époque, puisque ici en bord de mer, il valait mieux prendre des précautions. Donc jusqu'à présent, voilà, ça m'a sauvé de toutes les constructions que nous avons faites ici. Les propriétaires de pensions de famille ne peuvent attendre pour réparer les dégâts, au risque de voir partir leurs clients vers de nouveaux horizons.
Et pour en parler, le vice-président Jean-Christophe Bouissou, bonsoir. Bonsoir. Vous avez décrété l'état de catastrophe naturelle vendredi lors d'un conseil des ministres extraordinaire. Cela permet de déclencher des indemnisations. Est-ce que les pensions de famille sont concernées? Non, pas pour l'instant. Il s'agit des familles, des particuliers qui ont été touchés dans le cadre de cette subversion marine. Vous pourriez l'envisager? Oui, c'est... Pour l'instant, nous sommes dans le recensement, d'accord? Donc, nous sommes en train de regarder combien il y a de familles qui ont été touchées, qui ont eu leur maison dévastée. Il y a des chiffres qui se dégagent? Écoutez, les premiers chiffres ne sont pas significatifs dès lors qu'on n'a pas l'ensemble des chiffres. Il y a des zones plus touchées? Il y a surtout les zones qui sont au sud des îles, puisque ce sont des houles qui viennent effectivement du sud. Nous avons une idée sur, pour l'instant, le coût que ça peut représenter, c'est-à-dire plusieurs centaines de millions de francs. Dans nos dispositifs, les entreprises, les pensions de famille ne sont pas à l'intérieur du dispositif, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre en considération. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'avant de prendre en charge, comme je viens de voir, des dépenses, faut-il encore que l'on soit d'accord sur les dépenses en question. On ne peut pas lancer des travaux et puis dire « vous nous remboursez ». C'est pareil de construire des murs sur les plages. Il faut-il encore qu'il y ait des autorisations qui soient données. Il faut une expertise. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'il ne faut pas non plus s'attendre à ce que l'État-providence soit là pour tout et n'importe quoi. Ce seront des aides matérielles ou en numéraire? Ce sont des aides, évidemment, en matériaux de construction, reconstruction de maisons, voire même au niveau de l'intérieur des maisons pour, par exemple, le réfrigérateur, le four, le matériel, les équipements ménagers, les matelas, les lits, etc. L'État est mis à contribution également. Ce qu'on souhaiterait, c'est que l'État vienne aussi à contribution, comme on l'a fait par le passé. C'est pas du systématique, mais on a bien bon espoir que ce soit ainsi. Mais je voudrais rassurer quand même sur les entreprises. On connaît bien les pensions de famille que l'on vient de voir ce soir. Voilà, la porte n'est pas fermée. Faut-il encore que l'on regarde de près combien de gens ça concerne? Merci Jean-Christophe Bouissou. La forte houle signe peut-être du changement climatique qui se profile. C'est l'un des thèmes abordés lors du 51e sommet du Forum des îles du Pacifique à Suva, auquel vous avez assisté. Parmi les temps forts de ce forum, l'intervention de la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris. Elle a clairement affiché sa volonté de renforcer la présence américaine dans la région avec l'ouverture de 2 nouvelles ambassades au Tonga et au Kiribati. Une aide de 600 millions de dollars est également prévue. Jean-Christophe Bouissou, c'est un vrai coup diplomatique de la part des États-Unis lors de ce forum? On peut le dire. On peut le dire parce que c'est vrai que pendant toutes ces dernières années, il n'y a pas eu grand intérêt de la part des grands pays, que ce soit les États-Unis ou la Chine. La Chine ne s'est jamais manifestée de cette sorte. On peut quand même dire que depuis un certain nombre d'années, la Chine a commencé à s'intéresser au développement économique de nos pays. Mais ce n'est pas affiché au forum pour autant? Si, parce que le forum a toujours accordé la dernière journée pour que les grands pays viennent s'exprimer. Et en l'occurrence, cette fois-ci, les États-Unis ont trouvé, je dirais, à s'immiscer à un moment donné dans le cadre de nos réunions pour annoncer un certain nombre d'engagements, cet engagement de 600 millions de dollars sur 10 ans. Mais si vous faites bien le calcul, c'est juste pour nous, hein, c'est pas pour polémiquer sur cette affaire, mais 6 milliards de francs annuellement, vous savez, nous, en Polynésie, nous avons, grâce à la République, 220 milliards de francs chaque année, non pas 6 milliards de francs. C'est simplement pour amener la juste mesure sur le niveau de notre pays au regard de ces pays qui ont besoin d'avoir un soutien. Mais de quelle manière nous pourrions profiter de cette somme qui a été annoncée? Parce que nous sommes membres du Forum. Depuis 2016. Du coup, concrètement, comment ça va se traduire? Ce sont des aides? Ça va se traduire, par exemple, dans le domaine de la pêche. En termes de régulation, sauf qu'en termes de régulation, nous sommes sur des techniques de pêche qui préservent la biodiversité.
C'est-à-dire que nous n'allons pas pêcher à la Seine. Pêche à la palangre. Nous sommes sur la pêche à la palangre, donc on pêche en fonction de nos besoins et de nos exportations. D'ailleurs, la preuve, c'est que ce qu'on exporte, c'est-à-dire environ 2000 à 3000 tonnes de poissons annuellement, c'est largement plus que ce que certains pays de la zone Pacifique, c'est-à-dire du Forum, peuvent bénéficier au travers de l'agence de pêche qui gère pour le compte de l'ensemble de ces pays, ce qui n'est pas notre cas, puisque nous ne sommes pas partie prenante à l'intérieur de l'agence de pêche. Nous avons plus de revenus que les revenus qui sont reversés au niveau de ces pays au travers de leur agence. En tout cas, tous ces problèmes géopolitiques ont un petit peu occulté la question climatique. Non. Vous en avez parlé. Non, vous avez lancé un appel mondial. Non, il n'y a pas eu d'occultation de ça, puisque nous avons lancé le plan stratégique sur le plan stratégique sur le continent bleu Pacifique. Et ça, lorsqu'on lit la déclinaison de ce plan, en fait, qui est comme un plan d'aménagement, si vous voulez, sur le plan régional, nous avons décliné à l'intérieur l'ensemble des actions et des mesures d'intervention où figure, évidemment, en bonne position, la question liée au réchauffement planétaire et ce que l'on souhaiterait en termes d'action et de soutien de la part des grands pays. Une dernière question, Jean-Christophe Bouissou, vous êtes vice-président mais aussi membre du conseil municipal de Fa'a. Une célèbre franchise américaine de fast-food va s'installer dans la commune l'année prochaine. Vous étiez favorable à ce projet ? Ce n'est pas une question qui était posée au sein du conseil municipal, mais je vais vous répondre. Vous savez, je ne fais pas partie de ceux qui vont dicter la manière dont les gens doivent consommer. Vous voyez ? Parce que si on commence à être ainsi, alors arrêtons les fast-food, arrêtons tous les snacks, arrêtons, mais c'est symbolique etc. Tout de même. Et puis mettons que des étals de taro et de poissons en bord de route. Vous voyez, je ne fais pas partie de ces gens-là, parce que je sais que ça va être une grosse discussion où les gens vont venir pour mettre en avant leurs valeurs qui sont des valeurs que je peux comprendre sur le plan nutritionnel. Mais en ce qui nous concerne, moi je crois beaucoup aussi dans la faculté d'éduquer les gens. Ce sont les gens qui doivent comprendre ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon. Manger un hamburger de temps en temps, c'est pas mauvais. Merci beaucoup, en tout cas Jean-Christophe Bouissou. Nous aurons l'occasion de revenir bien sûr sur ce sujet plus longuement, mais c'est une première réaction. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir. Allez, direction Raivawe à présent, qui vit sa première semaine de Heiva. Dans cette île des Australes, les concours de légumes et de fruits sont légion. Concours de confection de tifeifei également avec un joli thème, la rencontre. La vannerie est bien sûr un incontournable avec la réalisation de paniers ou de nattes en pandanus. Allumer un feu à la manière ancestrale fait aussi l'objet d'une compétition et les jeunes apprécient. Écoutez à ce sujet Tamara Haatani, membre des Tamar'i Rairua. Elle répond à Arthur Thiari. On ne donne pas les moyens à cette jeunesse de pouvoir justement s'intégrer dans sa culture, autant par la sculpture, par la danse, par la rame et autres, jamais ils ne pourront s'intégrer. Donc je remercie d'ailleurs, pour beaucoup de jeunes, ça a été une volonté de même d'y participer. Et il faut dire que les jeunes d'aujourd'hui sont l'avenir de demain. Donc si nous ne leur donnons pas les clés de pouvoir s'intégrer dans leur culture, c'est-à-dire dans le tressage, dans la sculpture, dans la confection de colliers et ou de couronnes, jamais ils ne le feront. Donc j'aimerais remercier justement toutes ces personnes qui ont cru en cette jeunesse et qui leur ont donné l'opportunité de pouvoir justement s'épanouir à travers ces diverses activités proposées par le Comité Tchorei de Raivawe. Le Heiva aussi à Tahiti avec une épreuve de décortiquage de coco ce matin. Ça s'est joué à quelques secondes. Le champion fait 16 minutes 6, son adversaire 16 minutes 4. L'exploit est signé Ernest Putahoe de l'île de Ta'a. Putahoe. À chaque Heiva, Ernest est en haut du tableau. Le résumé de cette compétition avec Ismaël Tahiata et Hubert Liao. Les Gaulois ont la potion magique.
et les Polynésiens le kava. Il ne donne pas une force surhumaine, mais accorde une protection, car le décortiquage de coco se fait avec 2 lames très tranchantes. Avant le début des hostilités, le jury vérifie l'état des noix. On choisit des cocos qui en a de l'eau à l'intérieur, parce que là c'est sec, soit c'est pourri. Donc c'est pas bon pour la compétition? Non, c'est pas bon. Ça va être rapide alors. Il coupe, après il balance la noix de coco à l'extérieur là. C'est une épreuve où les athlètes de Taha règnent en maître. Une délégation de Rimatara compte jouer les troubles fêtes. Ils sont une vingtaine, hommes et femmes. On a porté des fruits jeudi, le 14. Et aujourd'hui, actuellement, on est là pour le décortiquage de coco. On a 6 équipes individuelles et hier, on a fait que 3 équipes de 3 personnes. Cette année, 2 catégories sont en lice, celle des plus de 35 ans et celle des moins de 35 ans en individuel. Ils ont plus d'agilité, les anciens, et les jeunes sont plus rapides. Donc je crois qu'on va assister à du beau spectacle et ça permettra aux 2 catégories de s'exprimer en fonction de leur capacité physique. Et c'est parti. Première étape, fondre les 80 noix de coco en 2. Ici, le geste est précis. Tout est dans l'avant-bras. Étape suivante, retirer la chair. Pour gagner, il faut remplir le sac de jute avec la chair du coco et surtout nettoyer l'aire de compétition. À ce jeu, Ernest Putaoré est le plus rapide avec un temps de 16 minutes 4 secondes. C'est un jeu pour moi. On fait ça tous les jours à Taha. Ernest participe au Heiwatu Aro depuis 3 décennies. Il a ainsi formé les hommes forts de son île. Martial a beaucoup appris de lui. C'est une routine, c'est un acquis qu'on a déjà, ça fait presque 30 ans maintenant. Voilà. Et on est venu sans entraînement, sans rien. On est venu comme ça. Avec savoir. Voilà. C'est ça qui nous motive et qui nous fait toujours participer chaque année. À la seconde place, le champion de Maupiti. Le décortiquage de coco, une tradition qu'il ne veut surtout pas voir disparaître. Nous tous, même les autres concurrents, ils sont carrément des haïtos. Et moi, je les félicite tout le monde. Parce que c'est notre culture et c'est notre coutume, mais on est obligé de garder notre coutume. Peu importe le prix, peu importe le premier, le dernier, c'est carrément que ça fait plaisir, quoi. Après les anciens, place aux plus jeunes. Les moins de 35 ans ont clôturé l'épreuve de décortiquage de coco, une compétition qui a toujours eu un franc succès auprès des spectateurs. Ils ne rateraient pour rien au monde une photo avec ces dieux du stade. Et au Tuamotu à Ho, c'est sur l'eau que les amoureux du Heiva se sont affrontés. Après le passage destructeur de la houle, les férus de V1, V6 et V12 ont repris possession du lagon. En V1, chez les femmes, Nanihi Maoni s'est imposée. Chez les hommes, Tokora Foster était le meilleur des 9 participants. Une belle journée sportive pour un public comblé. Du Va'a aussi aux îles sous le vent, à Ayatea, en Couronne et Pareul, les rameurs se sont affrontés sur 4 km malgré un fort Marahamou. Les plus rusés ont su chercher le surf et le vent pour accélérer. Les amateurs d'aviron étaient également sur le lagon pour se mesurer au Va'a, mais surtout faire la promotion de leur sport. Notre correspondant Julien Vesco a justement recueilli les propos du président de la Fédération d'aviron. Mais d'abord, on écoute le vainqueur de la course de V1. Comme c'est le Heiwa, voilà, il n'y a pas. Le championnat qui met plus de tête. Ah oui, parce que le Heiwa, il n'y a pas tout le monde. Hein. Tandis que le championnat, il y a tout le monde qui vient, Wahine, Bora. Du coup, voilà. Il y a plus de concurrence dans le championnat ici. Voilà, dans les championnats encore que le Heiwa. Il y a des Polynésiens qui s'intéressent à cette discipline et paradoxalement, plus à la machine à ramer que sur le nautique. Ce qui perturbe les Polynésiens, c'est qu'on rame à l'envers, c'est qu'on n'a pas de rétroviseur, c'est tout ça. Donc on essaie de leur montrer au fur et à mesure et on y arrivera, qu'il n'y a aucun souci pour ramer à l'envers. On reste sur l'île sacrée pour une petite incursion dans le passé avec l'élection de Miss Raiatea en 1991. 10 ans qu'elle n'avait pas eu lieu, c'est Ilona Tereua qui avait été choisie par le jury. Le reportage de Stellat Aroamea, le commentaire est signé Thomas Teri Teporuarei.
Une sacrée soirée sur l'île sacrée, rien d'étonnant. Une belle soirée pour choisir ce qui se fait de mieux en matière de beauté plastique. 8 candidates en lice, elles ont entre 18 et 22 ans. Elles ont le sourire de la fraîcheur matinale, les yeux du lever de soleil sur le Temehani et l'odeur du appétit au zénith du disque solaire. Un programme que seules les îles Soulevent peuvent offrir aux voyageurs les plus acharnés. Défilé en maillot de bain, comme il se doit, devant des membres du jury très concentrés. Et fatalement, ce premier défilé sera suivi de celui qui donne le ton à la manifestation, la tenue des grandes dames, celle qui œuvre pour la Polynésienne en phase avec elle-même. La garde-robe reste traditionnellement marquée par ce tissu importé, malgré tout, devenu tenue indispensable, le paréo et la couronne en forme de rayon de soleil. Nous en sommes à la 10e année de l'organisation de cette élection de la Miss de la capitale des Raromatei. Le public, lui, 600 invités, n'a pas boudé son plaisir, malgré les sifflets et le brouhaha de mécontentement. Le jury ne s'est pas laissé impressionner. Il a fait son choix. Et il s'agit de la très jeune Ilona Tereua, à peine 18 ans. Miss Raiatea 1991. Sa dauphine se nomme Ahu'i. Deuxième dauphine, Nathalie Tupaya, 22 ans. Meile Ebb prend le titre de Miss Heiva. Une très très belle soirée en ce mois de juillet, en cette année 1991. Et on arrive au terme de cette édition. Je vous en rappelle l'information principale. Un drame est survenu dans la nuit de vendredi à samedi à Angers, en France. 3 jeunes, dont 2 Wallisiens de 18 et 20 ans, ont été tués dans une rixe. 3 autres personnes ont été blessées. Un suspect de 32 ans a été mis en examen et écroué dimanche soir. À la une de Tahiti Info demain, la force Maohi à propos du Heiva Tu'aro. Avant de se quitter, notez les temps forts également de l'actualité de cette semaine. Jeudi, à Aroué, la 4e rencontre inter-CVL, CVL pour Conseil des délégués pour la vie lycéenne. Vendredi, le Super Aito et dimanche, le 137e synode de l'église protestante Maohi à Fa'a. Un mot sur le programme télé. Ce soir, sur la première, la série For Life sera suivie du téléfilm Commissaire Magellan. Voilà, merci d'avoir été avec nous. On se quitte sur les belles images du Heiva Tu'aro Maohi, tourné par Hubert Liao. Excellente fin de week-end. On se retrouve demain. Belle soirée à vous sur nos antennes. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.